Infoclimat du 1er octobre 2017, CICADAP. Donc nous allons parler climat, nous allons parler température et cyclones tropicaux. Il y a des contrastes de température élevés, y compris sur des périodes de 24 heures. Ici on voit à l'intérieur du continent nord-américain des différences de plusieurs dizaines de degrés. Autre exemple en Europe, sur une période de 15 jours le mois passé, où on avait une différence de plusieurs dizaines de degrés avec une coupure très nette. Le réchauffement de la planète se poursuit, y compris sur la période très récente. On a eu des températures extrêmes, 48 degrés le 24 septembre à La Mecque, dans la péninsule arabique, supérieures à 40 degrés en Australie, un 28 septembre. Passons aux cyclones tropicaux, donc on va parler d'Harvey, d'Irma et de Maria. L'ouragan Harvey a été particulièrement exceptionnel par la quantité d'eau qui est tombée sur la ville de Houston. On peut la représenter par un cube de 3,5 km de côté. En cause, une température de la mer très élevée à plus de 30 degrés et il fallait descendre à plus de 120 mètres de profondeur pour avoir une eau à moins de 26 degrés. C'est ça qui a provoqué la puissance exceptionnelle des ouragans dans cette zone à cette période de l'année, et en particulier avec des vents extrêmement puissants allant jusqu'à plus de 250 km/h. En additionnant leurs effets avec ceux du passage de la dépression, les vents ont produit une montée des eaux de plusieurs mètres. Ils sont très dévastateurs pour les infrastructures, pour les habitations, pour la végétation. La séquence se clôt avec le passage de l'ouragan Maria, qui vient dévaster en particulier l'île de Puerto Rico, dont on voit une image ici à l'écran. Abordons un deuxième chapitre maintenant avec la question du climat, bien sûr, mais aussi des ressources, qui sont deux questions indissociables. Et nous allons tout de suite laisser la parole à Pablo Servigne qui nous l'explique. En deux secondes, hein, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Rob Hopkins, c'est un formateur en permaculture et il a décidé donc il s'est rendu compte des catastrophes qui arrivent. En gros, le pic pétrolier, les bouleversements climatiques, et puis la finance et tout ça. Et puis il s'est dit, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. On ne peut pas juste voir qu'il y a un pic pétrolier, parce que sinon on va chercher et trouver des solutions qui sont incompatibles avec les catastrophes climatiques. Et puis si on voit que le climat, si on lit que le rapport du GIEC sans prendre en compte le pic pétrolier, ben on va développer des solutions entre guillemets, qui sont totalement incompatibles avec le pic pétrolier. Du genre de la géo-ingénierie, balancer des aérosols dans l'atmosphère, créer des satellites qui vont empêcher, dévier les rayons du soleil, des trucs, c'est n'importe quoi si on se rend compte qu'il y a un pic pétrolier dans les années qui viennent. Une population qui a été multipliée par 5 en 100 ans, et chacun produit toujours plus de CO2. Les 10% les plus riches de la planète qui produisent la moitié de la totalité des gaz à effet de serre. Une démocratie qui est mise à mal. Des multinationales qui sont toujours les intérêts premiers. Et en même temps une mobilisation de toutes les personnes qui se sentent concernées par le climat et les ressources de la planète qui n'a jamais été aussi importante. Nous abordons ici une comparaison entre le système des cultures dérobées et le système de l'utilisation habituelle des pesticides, en particulier du glyphosate. Et on est dans le cadre d'une situation de verrouillage socio-technique qui nous est expliquée à nouveau par Pablo Servigne dans cet extrait. Aujourd'hui, notre voiture, la civilisation thermo-industrielle, est sortie de la route. On dévale la pente dans le brouillard avec des obstacles, le réservoir est vide et on accélère. Et le conducteur appuie sur l'accélérateur, il est obligé d'appuyer parce que sans croissance, notre économie s'effondre, donc on s'effondre. Donc on ne peut plus relever, on ne peut plus tourner, et c'est là où je veux en venir. Ne plus tourner, c'est le verrouillage socio-technique. Ça veut dire que quand une société choisit un type de technologie, de technique, un système technique, par exemple le moteur thermique, certains de nos ancêtres ont choisi le moteur thermique
on choisit d'exploiter le pétrole, le charbon, de l'exploiter vite, un maximum en peu de temps, et pas de le consommer tranquillement. On choisit ça, si bien qu'aujourd'hui, nous, dans nos sociétés, on dépend de ces choix. On est prisonnier d'un sentier, d'un chemin technologique, et toutes les innovations qu'on fera ne feront quasiment que résoudre les problèmes de nos ancêtres. Ça, c'est un verrouillage. Il y a... Bon, je n'ai pas le temps de développer, il y a des super exemples là-dessus, mais bon, rapidement, l'agroécologie, on sait qu'en agroécologie, en permaculture, ou peu importe comment on les appelle, on sait faire beaucoup mieux que l'agriculture conventionnelle. On fait des rendements identiques, voire supérieurs. On reconstruit les sols, on stocke du carbone, on améliore la biodiversité, on reconstruit les sociétés paysannes, on redonne une place à la femme dans ces sociétés-là. Et avec les mêmes rendements, sans pétrole, sans produits chimiques, voilà, on sait, mais on ne le fait pas. Parce que notre système technique est verrouillé. Tout le système de l'innovation est verrouillé par le système des pesticides et de l'agriculture industrielle. Et donc ce verrouillage ralentit les transitions. Ça ne les empêche pas forcément, mais ça les ralentit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a verrouillé au niveau global, et c'est des énormes verrouillages qui laissent penser que notre volant est vraiment bloqué, on dévale la pente, et en plus, avec une voiture de plus en plus fragile, c'est ce qu'on montre dans le chapitre 5, qui est plus moderne, mais beaucoup plus fragile, qui risque de se cracher. Autre verrouillage socio-technique, celui qui oppose les utilisateurs de vélos aux utilisateurs de voitures. Et on voit que les infrastructures, évidemment, sont aussi un élément essentiel de la transition. Voilà, on a mal au climat, on a mal à nos ressources, et on a envie de changer. Donc du coup, on a envie d'aller vers autre chose. C'est ce que nous explique Pablo Servigne à nouveau dans ce dernier extrait. Ouais, voilà. J'ai besoin de 3-4 minutes là pour développer ça. Comment faire court. En gros, quand on est dans le sentiment de la colère et qu'on s'organise, la colère sort. En Grèce, par exemple, il y a beaucoup de colère qui sort. Et quand un peuple est en colère, soit il le dirige contre les élites, à juste titre, ça fait des révolutions, soit il le dirige contre des boucs émissaires. À Athènes, en ce moment, enfin depuis des années d'ailleurs, depuis la crise, il y a, les étrangers s'en prennent plein la gueule. Il y a des mouvements d'extrême droite qui frappent les étrangers la nuit, etc. Donc il y a des boucs émissaires. Et cette colère, ce ressentiment ressort beaucoup, peut ressortir. Et c'est vraiment une question passionnante au niveau politique. Donc oui, affaire à suivre. Et pour terminer... Toujours la transition est toute faite. Sur la question d'urgence, effectivement, l'urgence écologique, elle est incompatible a priori avec le temps long des processus démocratiques, des processus de décision. Oui et non. Il y a deux postures. Il y a la première posture qui consiste à dire effectivement il faut une dictature pour vite mettre en place une écologie digne de ce nom, et voilà, c'est un peu la posture de la Chine. Et puis il y en a d'autres qui disent, je suis plus enclin à suivre cette deuxième posture, c'est comme Hervé Kempf, en fait, on n'est pas en démocratie. Si ça va trop lentement, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie, on est en oligarchie, il faut plus de démocratie pour... voilà. Bon, c'est peut-être les deux sont caricaturales, je ne sais pas qui a raison. En tout cas, moi, je suis sûr qu'il est trop tard. Souvent, on entend dire « oui, il est encore temps, il nous reste quelques années ». Non, il est trop tard. On a déjà dépassé des frontières, des seuils de basculement au niveau des effondrements déjà de la biodiversité, des effondrements d'insectes, d'oiseaux, tout ça, ça a déjà commencé. Ça fait 10 ans plus même, des décennies que les effondrements de bancs de poissons, de populations de poissons sont là, sont mesurés. On a perdu depuis l'ère industrielle, depuis le début de l'ère industrielle, 90% des grands poissons, de la biomasse des grands poissons a disparu. Bref, c'est pour dire qu'il est déjà trop tard. Les effondrements ont déjà commencé. Donc l'écologie d'aujourd'hui, c'est plus l'écologie des années 2000, des années 90. L'écologie des années 2010, c'est il est trop tard. Il faut se préparer maintenant au choc en créant des petits systèmes résilients. Le développement durable, c'est fini, c'est trop tard, ça sert à rien. Le développement durable est une notion qu'il faut jeter à la poubelle. Et en fait, ces seuils de basculement qu'on décrit très bien dans le livre, aujourd'hui, la science des changements catastrophiques a fait beaucoup de progrès. On sait que les systèmes complexes réagissent par des seuils de basculement et qui provoquent des effondrements. Eh bien, ces seuils,
peuvent aussi fonctionner de manière inverse. C'est-à-dire, on peut avoir des seuils positifs, entre guillemets, qui font en fait les révolutions, les insurrections, et l'histoire est faite que de ces seuils de basculement. L'histoire n'est pas du tout un phénomène continu, c'est un phénomène discontinu qui procède par sauts graduels. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, je le constate, le réseau des collapsologues, des écologistes, disons plus ou moins radicaux, mais qui sont conscients de ça, se renforce, il est très dense. Il se connecte, le réseau se connecte. On est très nombreux, je vous le dis. On n'est pas du tout seul au monde. Et quand les réseaux se densifient, se connectent, il y a des seuils de basculement. Et à mon avis, on va vers des grands changements, que ce soit positifs ou négatifs, on va vers des grands changements politiques, qui peuvent être très brutaux, encore une fois, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est ce que le célèbre écrivain Nicolas Nassim Taleb appelle les signes noirs. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille. Les signes noirs, c'est des phénomènes imprévisibles à grande échelle et qu'il est impossible de prévoir, théoriquement et pratiquement. Donc on va vers des signes noirs à la fois positifs et négatifs. C'est mon espoir, en tout cas c'est ce que je pense profondément. Merci. Merci Pablo.